Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Parole au Peuple, l'émission citoyenne ouascalienne au cœur des élections municipales. Comme vous le savez, les 20 et 27 septembre prochains auront lieu de nouvelles élections à Ouascal. À cette occasion, l'association ICAPI a décidé de renouveler l'expérience de la web radio, mais cette fois-ci en vidéo. Durant 3 jours, nous accueillerons les candidats à la mairie d'Ouascal et nous les questionnerons sur différents sujets, l'emploi, l'éducation ou encore les associations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la liste Unie pour Ouascal, avec en tête de liste M. Bernard Anicotte, accompagné de Véronique Froumentin et de Christophe Béret. Bonjour à vous. Alors, sur ce plateau, pour m'accompagner et pour vous poser des questions, on a également des citoyens qui représenteront les Ouascaliens, qui vous interrogeront sur la troisième partie de l'émission. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu le programme de cette émission. En première partie, qu'on a intitulée « Le candidat et la liste », vous nous en direz un peu plus sur vous, Bernard Anicotte, et sur la liste que vous avez mis en place. Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur le projet. Donc la deuxième partie qu'on a intitulée « Un projet pour les Ouascaliens ». Vous nous expliquerez un petit peu les grandes lignes de ce projet. Et troisième partie, comme je vous l'ai dit, les citoyens qui sont sur ce plateau vous poseront un certain nombre de questions. Ça vous va comme programme ? Oui. Parfait. Donc on va commencer par la première partie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et nous présenter un petit peu votre liste ? Eh bien, d'abord, merci d'avoir une telle initiative. Je trouve que c'est important, effectivement, qu'à l'occasion des élections municipales, il puisse y avoir des lieux où il y ait des rencontres, utiliser, je dirais, la technologie moderne, actuelle, pour pouvoir faciliter, effectivement, les prises de rencontres et tout compte fait intéresser un plus large public à l'action politique, surtout lorsqu'il s'agit de sa commune. C'est essentiel. Et en tout cas, vous êtes exemplaire en la matière. Merci de l'avoir fait. Merci à vous. Bernard Anicotte, qui est-ce ? C'est un citoyen depuis 32 ans qui habite Ouascal. J'ai 67 ans, j'ai eu 4 enfants, j'ai 8 petits-enfants et je suis issu du secteur social. Je suis un travailleur social d'origine. J'ai fait une école de formation de cadre des services sociaux d'administration et d'entreprise et j'ai exercé mon métier dans des situations différentes qui vont de la fonction publique au ministère de l'économie et des finances, vous voyez, dans les services sociaux, parce que là aussi il y a des services sociaux. Ensuite je suis allé dans l'industrie, plus directement dans la métallurgie. Je me suis intéressé à tout ce qui était les soins apportés aux personnes qui étaient victimes d'addiction et en particulier par l'alcool, et j'ai créé une clinique médicale qui existe toujours dans la région de Douai. Et puis enfin, à la demande des partenaires sociaux, je suis venu rejoindre une association interentreprises qui s'appelle le Service social du travail de la région du Nord, qui ensuite est devenue Nord de France. C'est les services sociaux des grosses entreprises industrielles et commerciales du nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Voilà, donc je suis un produit de l'action sociale, mais de l'action sociale marchande, et l'action sociale dans le monde de l'entreprise. Ma passion, pour moi, c'est l'adaptation, travail, homme, homme-travail. Voilà ce qui est à mon origine. D'accord. Sur le plan politique, j'ai été longtemps un militant de l'UDF, et je n'ai pas suivi les évolutions telles qu'elles se sont présentées à un moment donné avec François Bayrou qui avait créé le MODEM. Et je dois dire que j'étais un petit peu fatigué de toutes les chapelles qu'il y avait dans ma famille qui représente le centre. Et donc je m'étais un peu retiré. Beaucoup d'espoir lorsqu'est arrivé Jean-Louis Borloo à l'UDI, que j'ai rejoint. Mais malheureusement, Jean-Louis, ayant rencontré des problèmes de santé, n'a pas donné suite. Et je dirais que très vite, on est revenu dans des problèmes de chapelle, ce qui fait que je suis un centriste de cœur, mais je ne suis pas un adhérent à une organisation politique. Voilà pour ce qui est donc mon engagement, mais j'ai quand même milité pendant plus de 30 ans dans les milieux politiques que je connais effectivement beaucoup de monde. J'ai eu la chance de rejoindre la liste de Gérard Vignoble en 1989, à l'époque où Gérard Vignoble ouvrait
effectivement sa démarche politique. Et au départ, elle était très réunion de la gauche. Et là, donc, il s'ouvrait aux centristes, et c'est comme ça que je suis venu le rejoindre, avec des amis. On n'a pas été le seul. Il m'a confié le poste d'adjoint au développement économique à une époque où c'était absolument fabuleux, puisque c'était la ville qui pilotait le développement économique en direct. Hein, et ça a permis effectivement à Ouascal de faire des progrès considérables. Donc ça s'est passé en 89 et tout cela jusqu'en 95. Et puis il m'a demandé de continuer à travailler sur ces thèmes, mais en assumant également la responsabilité de premier adjoint auprès de lui, et cela jusqu'à la fin de son dernier mandat. Voilà. Et puis en 2008, eh bien, j'ai eu l'opportunité de me présenter aux élections du Conseil général. Mon prédécesseur, l'ancien maire de Croix, M. Carnois, ne souhaitant pas prolonger son mandat. Donc j'ai fait acte à la candidature. Et puis, ma foi, les instances de l'Union pour le Nord m'ont donné effectivement l'investiture. Et c'est ainsi donc j'ai pu devenir le dernier conseiller général de Roubaix-Ouest, puisque maintenant les choses ne se présentent plus de la même manière. Voilà, donc vous voyez, c'est mon pédigré. Alors, en ce qui concerne la liste, eh bien écoutez, c'est vrai qu'après l'élection de Madame Ducret, je assumais bien évidemment ma fonction d'élu d'opposition, mais je n'avais pas forcément la conviction que je reviendrais un jour dans le jeu politique local. Je pensais qu'effectivement, il y allait y avoir, dans les mois et les années qui viennent, ma foi, une nouvelle configuration. Et c'est très bien, je crois que les générations passent et il convenait effectivement peut-être de prendre un peu de recul. Mais les choses se sont précipitées. Se sont précipitées tout simplement parce qu'il y a eu cette décision du Conseil d'État. Et puis, très vite, nous nous sommes aperçus qu'en 15 mois, il y a eu un véritable désarroi qui s'est installé sur la ville. Et que nous ne pouvions pas faire comme si ce n'était plus notre affaire. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à plusieurs à réfléchir dans le cadre de l'opposition, et non pas la minorité, comme dit Madame Ducret, l'opposition au conseil municipal, nous nous sommes dit, et nous avons bien pu repérer, que nous étions d'accord sur l'essentiel. Après, c'était une question de stratégie qu'on avait pu développer les uns les autres au cours des dernières élections. Mais sur l'essentiel, compte tenu du nouveau contexte, nous étions d'accord. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de constituer une liste d'union qui est soudée, et puis surtout, ce qui est important, de pouvoir faire une proposition alternative aux citoyennes et aux citoyens dès le 20 septembre prochain, car c'est dès le 20 septembre, effectivement, qu'il faut, de façon significative, marquer qu'on est d'accord pour pouvoir créer une rupture et s'inscrire dans une autre démarche. Merci déjà pour cette belle présentation. Vous avez fait le tour donc sur votre parcours et puis la constitution de cette liste. On va passer directement à la deuxième partie de l'émission. Alors vous allez essayer, un projet, il y a tellement de choses dans un projet, on va essayer de donner les grandes lignes de votre projet, du projet d'Unis pour Ouascal. Alors, c'est un projet qui s'inscrit d'abord en réaction à. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on réagit à une situation que nous considérons comme étant inacceptable. Et c'est laquelle? Eh bien, tout simplement, elle s'étaye sur deux approches. La première, c'est que nous avons été très surpris de constater que l'équipe en place, à la suite des élections de 2014, n'avait pas véritablement de projet. Il y avait eu une ambition et un but qui était atteint, qui était de renverser le maire qui était en place. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas véritablement une démarche construite. Et que donc l'action s'est inscrite dans une espèce de chasse aux sorcières, réaliser des coups, faire voir qu'on était capable de faire de la bonne gestion en éliminant 2 ou 3 postes de dépenses, voyez-vous,
et surtout remettre en cause un grand nombre de réalisations qui avaient été soit portées ou accompagnées par les municipalités précédentes, mais qui très souvent étaient, il ne faut pas l'oublier, des initiatives des Ouaskaliennes et des Ouaskaliens. Et pendant des années, il y a eu effectivement un satisfecit qui avait été accordé à ces équipes qui ont successivement accompagné l'ancien maire de Ouaskal. C'est donc quelque chose qui nous a beaucoup surpris, car on avait le sentiment qu'il fallait très vite dire c'est moi qui suis le patron, c'est comme ça que ça va se passer, je fais tout de suite vous voyez, faites-moi confiance. Hein. Mais derrière, on a bien vu qu'il n'y avait pas un vrai projet pour les Ouaskaliens. Et puis par ailleurs, je veux dire la deuxième chose, c'est que nous avons très vite compris qu'il y avait peut-être une erreur de casting. On peut être une excellente candidate, et elle avait fait, Madame Ducret, indéniablement une très belle campagne. Personne ne va dire le contraire, puisqu'elle l'a emporté en plus. Hein. Mais nous nous sommes rendus compte qu'une fois aux affaires, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Et que dans le fonctionnement, elle s'est tout de suite refermée sur elle-même, voire même, parfois, elle a tourné le dos aux Ouaskaliennes et aux Ouaskaliens. Et sa démarche autoritaire, voire brutale, en tout cas qui ne va pas vers le sens de l'écoute, vers le sens de la compréhension, le travail des dossiers, et ensuite, effectivement, la nécessité de rassembler et de protéger les citoyens, c'est ce que je crois, les femmes et les hommes de Ouaskal attendent d'un maire. On n'a pas du tout retrouvé ces caractéristiques dans la démarche de Mme Ducret. On est dans un système clivant. T'es pour ou t'es contre. Tu es avec moi ou t'es contre moi. Et ça, c'est pas du tout l'idée que nous avons de la conception que nous avons de la conduite des affaires de la commune. Alors nous, comment nous nous sommes inscrits dans tout cela ? Eh bien, il faut savoir que Ouaskal n'est pas né comme ça, soudainement, il y a 2 ans. Hein. Ouaskal, le Ouaskal moderne, le Ouaskal d'aujourd'hui, c'est surtout dans les années 80 qu'il a pris forme. Et il a pris forme à un moment déterminant. C'est quand, aux élections municipales de 1977, il y a eu un refus fort de faire de Ouaskal un lieu de cité-dortoir. Ce qui fascinait à l'époque, c'était les villes dites modernes. Et en particulier, il y avait une référence, c'était Mons, le nouveau Mons. Vous vous souvenez ? Et à l'époque, eh bien, effectivement, l'équipe qui était en place proposait de créer ce genre de cité nouvelle à la place du Ouaskal Centre, qui était effectivement, sur le plan de l'urbanisme, très fatigué. Hein. Et c'est vraiment un refus des Ouaskaliens qui ne voulaient pas que leur ville devienne une ville dortoir, mais une ville où on puisse vivre. Et une ville où on vit, c'est une ville où aussi on peut travailler, où on puisse y développer des projets. Donc moi je dirais tout simplement, retournons-nous, voyons les grands axes qui ont été retenus au cours des années pour le développement et regardons en quoi, effectivement, ces trajectoires demeurent pertinentes pour l'avenir. Et ça, je vous assure qu'une des premières choses que nous disent les Ouaskaliennes et les Ouaskaliens, la qualité de vie, cette quiétude, on y sommes très attachés. Parce que c'est le cadre qu'ils ont choisi. Ils l'ont choisi pour y faire souvent un projet de vie, comme acheter une maison, pour y accueillir leur foyer, pour y accueillir les enfants. Et à partir de là, on fait vivre les écoles, on fait vivre les associations, on fait vivre le commerce de proximité. Voilà Ouaskal. Et là, il y a toute une série, je dirais, d'approches qui sont aujourd'hui en train de s'essouffler. Hein. Et il faut effectivement faire attention. Et ce que nous proposons, nous, c'est justement ce regard vigilant sur toutes ces caractéristiques du bien vivre à Ouaskal, et qu'il faut vraisemblablement adapter, qu'il va falloir faire évoluer de manière à ce que ça soit en phase avec les attentes de la population dans les années qui viennent. Certes, ça a été réussi, mais il faut que ça soit encore la réussite de demain de Ouaskal. Et ça se fait au prix d'un certain nombre de corrections et un certain nombre d'appuis ou de projets ou d'initiatives. Alors, la première qui nous préoccupe, hein, vous le savez bien,
ça a dû être évoqué, c'est la sécurité. Hein. Alors, je crois que tous les candidats en parleront. Hein. Ouascal a été moins touché par les problèmes de sécurité, de petite délinquance, que d'autres villes environnantes. Mais aujourd'hui, la situation, on le sent bien, bouge. Et il serait irresponsable de ne pas regarder en face cette situation. Et nous, ce que nous proposons, c'est que cette situation puisse être traitée en intercommunalité. Donc j'ai pris contact avec le maire de Croix et je lui ai expliqué notre préoccupation. Et il s'est montré tout de suite intéressé à ce que l'on puisse unir nos efforts une fois que nous serons en responsabilité pour développer un projet de police municipale intercommunale. Le gros avantage par rapport à une police municipale classique, c'est que ça pourra être mis en place très vite, puisque ça existe déjà à Croix et que ça marche bien. Évidemment, étendre cela sur le terrain de Ouascal, je dirais les organisations, les commandements, les méthodes de travail, les relations avec la police nationale, avec les services de justice, etc., sont déjà bien rodées. Donc ça, c'est jamais qu'une extension. Il faut savoir que si on veut avoir une police municipale dans notre ville, c'est en gros 10 agents, 10 personnes qui s'en occupent, pour une ville de 20 000 habitants. Si on fait ça dans notre coin, c'est ça qu'il faut mettre en place. Si on fait ça ensemble, on porte la police municipale de Croix, qui devient intercommunale, à 15. Et c'est le calibre qui convient pour répondre aux besoins d'une ville de 40 000 habitants. Croix, c'est 20 000 habitants. Nous, c'est 20 000 habitants. On est dans les purs. Ça fait qu'en la limite, en plus, les deux villes, je dirais, feront, je dirais pas des économies, parce qu'on ne fait pas des économies là-dessus, mais auront des budgets maîtrisés intelligemment. Possibilité de le faire rapidement, des budgets maîtrisés intelligemment. C'est-à-dire que dans l'année 2016, les choses peuvent être mises en place. Alors évidemment, ça a un coût. Ça a un coût. On sait qu'un policier municipal, une année de fonctionnement, c'est 45 000 €. Si vous regardez un partage au niveau du budget de fonctionnement, pour nous, ça va être 36 € par an et par foyer. C'est-à-dire 3 € par mois par foyer. Bien sûr, à la charge du budget municipal, ça ne sera pas facturé en plus, hein, soyons clairs. Hein. Donc vous voyez, ça peut apparaître important. Mais effectivement, ça reste dans une épure possible. Et aujourd'hui, il faut d'autant plus le faire que nous sommes une zone où, sur le plan justement de la couverture par des polices municipales, nous sommes un peu un no man's land. Toutes les autres communes l'ont fait. Nous ne l'avons pas fait parce que jusque maintenant, la médiation suffisait. Aujourd'hui, elle n'est plus suffisante. La police nationale ne reviendra pas demain de façon massive comme elle a été présente aujourd'hui. À nous de nous inscrire dans ce type de démarche. Alors, il n'y a pas que celle-là. Il y a également aussi le projet de vidéosurveillance. Vous savez que la dernière municipalité l'a lancé, elle n'est pas installée. Si nous joignons nos efforts à ceux de la ville de Croix, on pourra, à budget équivalent, avoir une vidéosurveillance active et non pas passive. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un derrière les écrans, ce qui permettra de réagir au plus vite. Toujours avec la ville de Croix. Hein. Avec la ville de Croix. Hein. Et puis la ville de Croix a aussi, depuis plusieurs années, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui fonctionne très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer en tant que conseiller général. Là aussi, les réseaux, travail, éducation nationale, justice, la prévention, donc tout ça est déjà très bien rodé. Ouascal vient de se doter, puisqu'on a voté une délibération en ce sens, faisons-le dans l'intercommunalité. Là aussi, on se donne beaucoup plus d'ambition. On a le moyen, effectivement, de travailler sur un territoire qui a de la cohérence. Sur ce plan-là, la loi permet de le faire. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Mais grâce à un député comme Francis Vercamer, qui avait travaillé à la possibilité de faire une police intercommunale, désormais c'est possible. Il l'a fait avec la ville de l'Isle-et-la-Noix. Et ça donne de très bons résultats.
Et nous devons nous inspirer des choses qui marchent et des choses qui, effectivement, permettront à la fois de répondre aux attentes de la population, hein, et puis de rester dans des budgets contenus. Mais aussi, la sécurité, c'est pas que ça, hein, c'est aussi repenser la gestion des espaces publics, c'est repenser la présence, la proximité, hein, c'est aussi prendre en compte ce que vivent les commerces de proximité, ce qui n'est pas si simple que ça. La médiation doit être aussi en premier plan. La prévention, effectivement, doit être au premier plan. Mais on sait qu'elle n'est plus suffisante. À un moment donné, il faut se doter de moyens de faire autrement. La sécurité, c'est une de nos priorités. La seconde des priorités, c'est qu'il faut pour ça un budget maîtrisé. Hein, c'est évident. Alors on fait courir tous les bruits sur Ouascal. Ouascal est en faillite, Ouascal est surendetté, Ouascal est sous tutelle, enfin tout ça c'est du n'importe quoi. Effectivement, Ouascal a été dans une position financière assez fragile. Mais elle n'a jamais été surendettée au sens du surendettement tel qu'on l'entend. Elle a été plus endettée que d'autres villes, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'était une ville pauvre. Et que lorsqu'elle a engagé son développement, il a fallu qu'elle emprunte parce qu'elle n'avait pas les ressources en conséquence. Il y a d'autres villes qui avaient la possibilité de s'appuyer sur une présence économique très forte depuis de nombreuses années. Ils avaient les recettes en correspondance et ils ont pu se développer sans avoir recours à l'emprunt de la même manière. Nous, il a fallu partir de rien. Donc forcément, eh bien, au fil du temps, eh bien, il y a eu effectivement une politique d'investissement qui s'est largement appuyée sur l'emprunt. Mais nous ne sommes jamais allés au-delà du raisonnable. Et depuis maintenant plus de 5-6 ans, du reste, l'endettement de la ville baisse. Et comme par hasard, nous sommes passés au-delà de 20 000 habitants. Et là, on parle beaucoup moins d'endettement, parce qu'on est dans une nouvelle strate. Nous avons un budget d'une ville de 25 000 habitants. Mais on prenait toujours les critères des villes de 10 000 à 20 000 habitants. Donc forcément, ça paraissait élevé. Maintenant, on est plus de 20 000 habitants. Ah, c'est déjà... Vous voyez ? Donc il faut avoir un regard et une lecture dynamique de cela. On n'est pas du tout sous la menace d'une tutelle. Là aussi, ça fait partie des contre-vérités, pour ne pas dire autre chose. Une tutelle, ça voudrait dire que la Chambre régionale des comptes nous obligerait à modifier notre budget. La préfecture nous obligerait effectivement à mettre en œuvre des actions, des délibérations et des actions en conséquence. Ça n'a jamais été proposé à Ouascal. Ouascal aujourd'hui maîtrise parfaitement son budget. Et si le budget était aussi mauvais que ça, je ne comprendrais pas pourquoi Madame Ducret, une fois qu'elle est arrivée aux affaires, dans l'année 2014, nous avions voté le budget fin 2013. Elle n'a rien modifié au budget. Il n'y a pas une décision modificative. Elle l'a appliqué. Elle n'a rien trouvé à redire. Et elle a dégagé un excédent de l'ordre de 800 000 euros. Pour une ville, excusez-moi, qui n'a pas les moyens, c'est quand même, bien sûr, 32 millions, 32-33 millions, c'est quand même pas mal. Hein. Elle a emprunté sans aucune difficulté cette année 2 millions d'euros. Nous, on se limitera à 1,5 million. Pour qu'effectivement, nous puissions continuer à nous endetter. Quand on emprunte 2 millions, on remonte la dette. Mais les banques n'ont pas du tout fait de difficulté pour avancer ces 2 millions. Parce qu'ils savent qu'il y a du répondant et que la ville a des fondamentaux solides. Voyez-vous ? Donc il faut arrêter de faire courir des bruits là-dessus et affoler. Hein ? Par contre, effectivement, il faut être lucide. Parce que demain, eh bien, ça va être plus difficile qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que l'État se désengage vis-à-vis des communes. Et de combien ? 1 700 000 euros, disons de maintenant jusqu'en 2017. Pour vous donner une idée, c'est le montant de l'enveloppe financière qui est consacrée par la ville pour verser en direct les subventions. C'est le budget des subventions versées en direct. Donc vous voyez qu'effectivement, là, il y a lieu d'avoir beaucoup de prudence. Et puis, il faut maîtriser aussi, bien évidemment, les gros chapitres de dépenses, hein, que sont les chapitres concernant la gestion du personnel, et puis les frais de fonctionnement. Alors là, je voudrais aussi dire quelque chose. Le personnel, c'est un atout considérable pour la ville. C'est eux qui font tourner les services, et ils font tourner les services de qualité.
Mais ce n'est pas aujourd'hui, en systématisant le non-renouvellement de tout contrat, que l'on va effectivement maintenir un service de qualité. Parce que s'il y avait des contractuels à Ouascal, certes, peut-être certains n'avaient peut-être plus de justification. En tout cas, pas dans la nouvelle politique que met en place Mme Ducret. On peut le comprendre. Mais beaucoup de ces contractuels, c'était des petits contrats qui rendaient des services dans les écoles, partout où il y a la présence des enfants. Hein? Eh bien, en supprimant tous ces postes-là, sans avoir une claire gestion, sans avoir repéré ce qui était important de garder ou pas important de garder, uniquement parce que c'était la nature du contrat qui était à l'origine de la décision, on n'a plus le personnel qu'il convient pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du service public auprès des enfants, auprès des écoles. C'est quand même un peu grave, ça, voyez-vous. Voilà sur les finances, ce que l'on peut dire. Nous nous engageons à ne pas toucher à la fiscalité. Mais nous ne pouvons pas nous engager à baisser la fiscalité tant que nous ne connaissons pas les règles du jeu que nous imposera l'État. Car tous les ans, il nous annonce quelque chose de différent. Et dire que l'on va s'engager à baisser les impôts, aujourd'hui, ça nous apparaît être une mesure irresponsable. Tant que l'État ne nous obligera pas à modifier cette situation parce qu'il nous mettrait une dépense nouvelle à notre charge, je ne vois pas pourquoi, effectivement, nous serions amenés à jouer sur le curseur de l'impôt. Donc on le maintiendra comme ça a été maintenu pendant de nombreuses années. Mais soyons responsables, n'annonçons pas des dispositions d'ordre fiscal qu'on ne serait pas en mesure de tenir et que de toute façon, si jamais elles étaient engagées, ça veut dire moins d'impôts, et ça touche surtout ceux qui payent des impôts, ce n'est pas forcément les plus défavorisés, et on reporte les dépenses directement sur les bénéficiaires, c'est-à-dire les classes moyennes voient effectivement leur facture service augmenter de façon tout à fait significative et même parfois de façon outrancière. Hein, et je tiens à le dire là-dessus pour que ça soit clair. Nous aurons également 2 dispositions complémentaires. Les hausses de tarifs qui ont été votées en 2015 seront annulées. Hausse des tarifs de cantine ? Oui, de tous les services aux enfants, cantines, scolaires, etc. seront annulés. On reviendra aux tarifs qui étaient de 2014. Vous répondez déjà à quelques questions qu'on avait, voilà. qu'on avait préparées. Excusez-moi, pas de souci. vous l'ai dit. Et comme il faut donner l'exemple, je ne me manquerai pas de 30% mes indemnités, bien au contraire, je les baisserai de 30% pour revenir à l'état qui étaient les indemnités du maire à l'époque précédente. Voilà, rien ne justifie aujourd'hui. Un chiffre, voilà. Qu'est-ce que ça donne alors ? Oh, bah ça fait 1 000 € de moins à peu près par mois. Que le plafond donc en actuel clair, on revient à 2 000 € au lieu de 3 000 €, quoi. Voilà, hein. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Quand on demande un effort aux populations comme ils l'ont demandé, soi-même, on doit effectivement avoir un comportement exemplaire là-dessus. Hein. Que l'on fera aussi, la proximité. La proximité, pour nous, c'est quelque chose d'important. On est quand même dans une situation paradoxale. On n'a jamais eu des technologies aussi avancées pour aller au-devant des gens. Vous les utilisez. Hein, voilà. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de gens qui s'estiment isolés. Or, Ouascal, c'est une ville de paradoxe. C'est une ville où tout le monde se connaît, mais c'est une ville qui est suffisamment grande pour se sentir isolée. Donc, il faut faire très attention à cela. Très attention. On ne peut pas laisser non plus, je dirais, la lutte contre l'isolement uniquement, je dirais, au CCAS. Parce que les personnes qui sont victimes d'isolement, ce n'est pas forcément des personnes qui relèvent de dispositifs sociaux. C'est à nous à inventer autre chose. Alors, on va continuer à moderniser les outils modernes pour la gestion des affaires de la ville. Donc on aura la possibilité effectivement d'accéder facilement et de plus en plus facilement aux services et aux renseignements. Mais nous allons aussi mettre en place un service de proximité qui ira au-devant des gens. C'est-à-dire qu'au lieu de se rendre à la mairie, c'est la mairie qui ira vers les personnes. Évidemment, les gens qui le souhaitent et les gens qui, effectivement, ont difficulté à faire la démarche d'aller vers la mairie. Et pour pouvoir, je dirais, quelque part marquer de façon significative cette approche, nous allons
donner un souffle nouveau à la mairie annexe, ou je préfère dire l'annexe de la mairie du Capro, mais au-delà du boulevard, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de service public. Et comme la proximité est en difficulté, il suffit de voir les commerces dans le coin, eh bien nous allons créer une annexe de la mairie ici, au-delà du boulevard. Sur le social, soyons clairs, j'ai dit tout à l'heure que les hausses de tarifs seront annulées. Mais il y a aussi eu quand même des choses étonnantes. Cette fermeture soudaine de la crèche du centre. Certes, on savait tous qu'il fallait effectivement apporter une réponse à cette crèche qui était dégradée. Hein. Mais rien ne justifiait que du jour au lendemain, elle se ferme sans qu'il y ait véritablement des solutions qui aient pu être négociées avec les familles. Ça a été fait du jour au lendemain. On reconstruira une crèche au centre. Et du reste, le terrain existe. Rue Jean-Bart, il y a eu un parking, le terrain l'Oncle. Il y a un terrain, il est dévolu à ça. Et puis, arrêter aussi de casser ce qui était exceptionnellement réussi. Pas très loin d'ici, l'école Montessori. Cette formidable expérience. Mais pourquoi l'a-t-on gâchée? Écoutez, permettre que l'éducation nationale et la ville, dans son projet éducatif local, se mettent d'accord pour pouvoir accueillir des jeunes enfants dès l'âge de 2 ans. Leur donner la possibilité d'être accompagnés par l'instituteur le matin et l'après-midi de pouvoir aller à son rythme grâce effectivement aux équipes mises en place par la ville. Tout cela allait dans le sens de ce que promeut actuellement l'éducation nationale pour les maternelles, c'est-à-dire permettre une pédagogie par le jeu et l'apprentissage du langage et des acquisitions premières par le jeu. C'était le lieu rêvé. Ça devient aujourd'hui une directive nationale. Et nous, hop, le respect du rythme de l'enfant, c'est la deuxième priorité que l'on doit avoir. Et ça, nous, il est notre devoir de savoir comprendre les temps de l'enfant, comprendre le rythme de l'enfant. L'éducation nationale s'y intéresse, mais c'est difficile de s'organiser en conséquence. Mais il ne faut jamais désespérer, l'éducation nationale finira par effectivement complètement intégrer cette démarche. On était en avant. Ça pouvait être un formidable laboratoire pour pouvoir généraliser, pas le modèle en tant que tel, mais en tout cas les approches pédagogiques et les adaptations de l'école. Ça a été jeté aux orties, et sans parler de l'irrespect dû aux enfants et aux parents. Et quand on touche le bambin, inutile de vous dire que la maman, elle souffre. Et ça, c'est inadmissible. Dernière chose que je voulais voir, si vous permettez, il faut au niveau du logement aussi, logement locatif. On est un peu en panne, c'est difficile partout. Ce qui est dur à Ouascal, c'est qu'il n'y a pas de possibilité réelle de faire un parcours résidentiel. On peut avoir un logement, mais dès que la famille arrive, souvent c'est trop cher, on n'a pas de solution, on va à l'extérieur et on va en revenir un peu plus tard, peut-être par le biais de l'accession à la propriété. Là, il faut qu'on soit meilleur. Il faut travailler avec les bailleurs sociaux, c'est indispensable. Je vous dirais aussi que je suis préoccupé du chômage. On nous en a parlé pendant cette campagne. Le chômage, Ouascal était un peu moins touché. Il demeure un peu moins touché. Mais par contre, depuis 2 ans, les demandeurs d'emploi de longue durée ont fortement augmenté, et de très longue durée, c'est-à-dire plus de 2 ans également. C'est de l'ordre de 20%, alors que le bassin d'emploi Val-de-Marne, c'est de 4 à 5%. Il y a là un dérapage. Moi, je propose que toute personne qui est au chômage depuis plus de 2 ans bénéficie d'un accompagnement renforcé. Je connais bien l'affaire, j'ai créé le PLI, le plan local d'insertion par l'économie. Il n'y a jamais aucune désespérance à avoir pour qui que ce soit. Lorsqu'on y met les moyens d'un accompagnement personnalisé, on peut effectivement faire cheminer vers la réussite les 2/3 des personnes qui se portent volontaires, bien évidemment, et sur des solutions pérennes et durables. On l'a fait et on continue à le faire, mais à trop petite échelle. Aujourd'hui, il faut passer la surmultiplier. Donc avec la maison de l'emploi du Val-de-Marne et avec les moyens de la commune, il faudra que la commune mette quelques moyens financiers
hein. Il faudra offrir la possibilité d'avoir un accompagnement renforcé, le proposer au moins à toute personne qui le souhaite, évidemment. Hein, évidemment. Mais si on ne le propose pas, ils ne s'inscriront pas dedans. Et enfin, Ouascal-Plage, quelle idée! Hier, au Vinage, une personne sur deux nous en a parlé. Ils ont été privés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Certes, peut-être on peut faire, pour moins cher, on peut faire, peut-être plus accessible, mais pas dire du jour au lendemain, on ne fait pas. Et si on n'a pas fait Ouascal-Plage cette fois-ci, qu'on n'arrive pas à me dire que c'est à cause de l'annulation des élections. C'est parce que ce n'était pas préparé. Et quand c'était préparé, c'était fait. Vous comprenez? La ferme de Haut. Impensable que cette ferme de Haut soit maltraitée comme elle est. On sauvera la ferme de Haut. C'est quoi sauver la ferme de Haut? Il y a une association. Cette association, depuis toujours, fait du bon travail. Parce qu'elle met en avant ce qui est pour nous essentiel, éducation, hein, et prévention, éducation, prévention et environnement. Donc l'association qui gère depuis 33 ans le bâtiment municipal Ferme de Haut, si vous êtes élu à la fin du mois, restera. Évidemment, évidemment, évidemment. Et je fais confiance à l'association qui a renouvelé ses instances. On a voulu manipuler cela par du mensonge. J'y reviendrai si vous me posez la question. Et enfin, je dis aussi, derrière, il y a aussi la plaine de jeu. La plaine de jeu, elle doit être sauvegardée dans son état naturel, mais aménagée pour qu'elle puisse être un lieu d'évolution pour les enfants. Un beau programme, beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous y avez vu la cohérence. On doit effectivement faire en sorte de faire évoluer nos dispositifs, ne pas travailler sur le court terme, pas faire de coups et s'inscrire dans la durée. Ouascal, c'est ça que ça mérite. C'est le respect. C'est ce que nous proposons aux Ouascaliens, un engagement de les respecter. Bien, merci pour cette présentation complète. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions à vous poser. Non, ben, alors, je pense que le projet est disponible sur le site internet du Il va l'être, car prochaine. le projet, dans sa rédaction, est terminé. Il est actuellement... on travaille avec les professionnels de l'imprimerie, comme vous savez, mais dans le cours de la semaine, il sera effectivement disponible. D'accord. Voilà. On mettra aussi à disposition de chaque liste les programmes également sur le site en même temps que le visionnage de la vidéo. On va passer à la troisième partie donc qu'on a intitulée les questions du peuple. Et c'est cette fois-ci mes amis citoyens qui se trouvent sur ma gauche qui vont commencer à vous poser quelques questions, même si vous avez déjà répondu à pas mal d'entre elles. Alors bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Je pense que ça démontre bien l'intérêt que vous avez pour Ouascal et les Ouascaliens, et notamment la considération aussi envers les associations. Alors certains Ouascaliens pensent que vous représentez l'ère vignoble et que de ce fait, vous continuerez ce qu'il a entrepris. Donc qu'est-ce que vous voulez répondre à ces Ouascaliens? Eh bien, moi, je vais vous dire, j'étais très fier d'appartenir aux équipes successives de Gérard Vignoble. Et cette fierté est due en grande partie au soutien que nous avons obtenu au fil des élections par le peuple de Ouascal, par les gens de Ouascal. On a été élus parfois à 82% des voix. Pourquoi voulez-vous que je renie ça? Bien au contraire, on a participé avec les Ouascaliens à la construction du Ouascal moderne. Aujourd'hui, on a la chance d'être une ville qui est respectée, qui est passé de la 80e place en termes de richesse potentielle fiscale sur la métropole à la 13e. Il s'est passé quelque chose. Hein. Eh bien, je suis fier d'avoir travaillé, d'avoir été un des artisans, effectivement, de la réussite de Ouascal sous la responsabilité de Gérard Vignoble. Il y a eu, effectivement, une affaire avec Gérard Vignoble, qui touche son fonctionnement, qui a touché en tant qu'élu, en tant que premier magistrat. C'est une affaire tout à fait navrante, d'abord pour lui, hein, parce que peut-être qu'il y a eu là, je dirais, un manque de rigueur dans tout cela. Bon, moi je n'ai pas jugé, c'est une affaire qui aujourd'hui est au tribunal. Ça n'a pas impacté directement l'équipe municipale, nous n'avons jamais été interrogés ni impliqués de près ou de loin dans cette affaire. Hein. Il faut le savoir, c'est pourquoi nous sommes mobilisés pour pouvoir terminer le mandat dans les meilleures conditions,
hein, parce que nous estimions qu'effectivement, nous n'avions pas, nous, à substituer au juge. Hein. Gérard Vignoble mérite effectivement le respect pour tout ce qu'il a fait. Et encore une fois, je suis fier d'avoir été son premier adjoint. Lorsqu'il s'agissait de travailler pour Wascal, je peux vous dire qu'une locomotive, une puissance comme lui, c'était absolument indispensable. Moi, j'ai vu les dossiers se négocier dans les ministères. Hein. Eh ben, je peux vous dire que ce n'est pas uniquement en faisant quelques sourires et en regardant du coin de l'œil à quelle place je vais être à l'élection régionale qu'on défend les dossiers de Wascal. Il faut y aller et il faut bosser. Il faut connaître tous ces dossiers. Il a fallu le préparer à l'avance. Ça, c'était une chance extraordinaire pour la ville. Voilà pour Gérard Vignoble. Aujourd'hui, Gérard Vignoble n'est plus dans le circuit. Hein, d'accord ? Et je crois que les femmes et les hommes qui m'entourent l'ont très bien compris et me font confiance. Moi, je mets mon expérience, je mets, je dirais, mes convictions au service de Wascal. Ma carrière politique, elle est derrière moi, si j'ai fait une carrière politique. Voilà, qu'est-ce que je peux ambitionner? La réussite de Wascal. Parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la solution telle qu'elle est en place depuis 15 mois n'est pas la bonne, et que nous, on est crédibles sur une solution alternative. Alors on vous dira toujours « Ah oui, ah bah oui, ah bah oui. » Voilà. Moi, je préfère dire « Ah bah oui, plutôt que dire « Ah tiens, bah, ça fait 15 ans, on n'a pas su ce qu'il faisait, et qui c'est que ce gars-là. » Vous voyez? Bah, voilà. Celui qui fait quelque chose, il est souvent critiqué. Moi, j'ai toujours été dans le monde associatif depuis 40 ans. Donc, alors forcément, qu'est-ce que vous voulez? On trouvera toujours des choses à dire. Il y en a qui ne l'ont jamais été, et c'est surtout qui vont montrer du doigt. Mais ils n'ont jamais rien prouvé. Voilà. Moi, je suis très fier d'avoir appartenu à cette équipe. Et je mets cette expérience unique que j'ai eue au service des Wascaliens et au service de mes amis. Et ça, j'en suis fier. Donc, certes, il y a encore quelques interrogations, notamment sur le budget et votre programme. Est-ce que vous pensez mettre en place un contrôle strict des dépenses de fonctionnement au sein de la mairie? C'est indispensable, sinon on n'arrive pas à boucler le budget. Alors là, vous savez... ça, je peux vous dire, alors j'ai beaucoup de chance parce que sont venus me rejoindre des amis qui ont de grandes compétences là-dessus et qui sont crédibles. Du reste, j'ai cru comprendre que M. Debels, parce qu'on est venu écouter l'émission, est très heureux de constater qu'il en faut. Wascal autrement, c'est une pépinière de compétences et de talents qui vont rejoindre parfois d'autres équipes. Parmi ces amis, il y a des gens de grandes compétences qui viennent travailler avec nous. Mais donc, rassurez-vous là-dessus. Moi, je suis un homme d'équipe. Du reste, parfois, ça prend du temps pour prendre des décisions, n'est-ce pas? Mais voilà, on le prend ensemble. Je n'impose pas. Hein. Mais la rigueur, pourquoi voulez-vous que je ne sois pas un homme rigoureux? J'ai 42 ans ou 44 ans d'exercice de responsabilité dans toutes mes affaires. Il y a eu de la rigueur, sinon je n'aurais jamais réussi. Vous comprenez bien. Et pour la ville de Wascal, eh bien, de toute façon, non seulement il y en aura, mais on ne pourra pas faire autrement. S'il n'y a pas de rigueur, c'est dès maintenant le coup de canif dans le contrat que l'on donnera à Wascaliens. Alors écoutez, on ne se présente pas à l'élection pour commencer dès le départ à créer ou à mettre les germes de ce qui serait, je dirais, la non-tenue de notre engagement. Donc, vous ne faites pas de soucis là-dessus. Et puis, qu'est-ce que c'est que la rigueur? C'était surtout au niveau peut-être du personnel. C'était peut-être au niveau, effectivement, de l'accompagnement de la vie associative. Il faudra, effectivement, être plus mesuré, parce qu'on n'est plus à la même époque. Mais pour autant, il ne faut pas massacrer. Il y a des gens de la vie associative, ils n'ont pas besoin d'avoir autant qu'ils ont. Puis il y en a qui ont bien besoin d'être aujourd'hui épaulés. Parce que derrière, il y a 500 gamins qui souffrent. Et si on ne donne pas de réponse et des accompagnements d'ici la fin de l'année, c'est des associations avec 500 gamins qui ne pourront plus fonctionner. On parle du Capro Sport Wascal, parce que c'est effectivement, on n'en a pas trop parlé par voie de presse, mais on sait très bien qu'il y a des clubs sportifs comme le Capro Sport Wascal, à qui du personnel a été retiré, parce que c'est exactement ce qui se passe, à qui on a également, qui a aussi eu une diminution de 5% de son budget comme toutes les autres associations, donc c'est bien de celle-ci dont vous parlez. Ben oui, tout à fait. Et alors, je ne dis pas qu'il fallait
le statu quo par rapport à la situation précédente. Du reste, le président ne le demande pas. Mais au moins qu'on lui laisse le temps de pouvoir, je dirais, gérer en souplesse sa réorganisation. Et puis, il y a des associations comme celle-là, c'est bien au-delà du sport. C'est de l'insertion sociale. Quand même, dans le quartier, ça fait des années, des générations et des générations. Ce sont les petits-enfants qui viennent dans ce club aujourd'hui. Hein. C'est bien au-delà que de jouer au ballon. Alors, soyons prudents, soyons prudents. Quand on touche l'humain, ça ne peut pas être comme ça, à coup de matraque, à coup de décision prise dans son coin. Vous parliez tout à l'heure, monsieur Anicotte, d'une baisse de 5% pour les associations au niveau des subventions de cette année, qui ont eu lieu. Donc, on pourrait croire qu'effectivement, il y a eu 5% de retirés aux 1 700 000 € de subventions qui étaient versées les années précédentes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Connaissez-vous le montant réel ou le pourcentage réel de la baisse des subventions cette année sur le tissu associatif local, qui est différent de chaque association, bien évidemment? Alors là, je peux vous répondre parce qu'en fait, c'est un dossier que j'ai suivi vraiment énormément durant tout le temps que j'ai passé sur la délégation. Au global, c'est environ 25% de subventions en moins sur le montant numéraire versé aux associations. Là-dessus, il faut aussi ajouter le personnel municipal qui a été enlevé dans les associations. On parlait tout à l'heure des associations comme dans le foot. C'est 9 personnes. Et ensuite, c'est tous les agents qu'on a enlevés des associations. Donc, ça représente beaucoup plus. Et sur certaines associations, ça peut être même 40% de budget en moins. Même plus. Enfin, voilà, en fait. Donc, on est dans une situation, pour certaines associations, très compliquée. Et donc, nous, ce qu'on veut surtout... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à une situation telle qu'elle était avant, mais il faut faire des choix. Il faut analyser les dossiers. C'était là-dessus où je m'étais engagée lorsque j'ai pris le mandat d'adjointe aux associations. C'était important d'analyser les dossiers et de voir, de vérifier les besoins réels des associations. Tout ça sans brutalité. En fait, tout a été fait un peu sans brutalité, sans prise de décision. 5% en moins, c'était la solution la plus simple, je vais dire, et qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, et ensuite, accompagner les associations, ne pas retirer du jour au lendemain le personnel sans avoir vraiment pris en compte ce que ça pouvait avoir comme incident sur l'association. Donc voilà, on en est là actuellement. On a rencontré pas mal d'associations qui sont très inquiètes. Là, on parle du foot, mais il y a beaucoup d'associations. Hier, c'était le forum des associations. C'est très, très compliqué. Et elles ne peuvent pas se projeter. Donc là, elles vont commencer les cours au mois de septembre, pour beaucoup d'entre elles. Et elles se disent, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer mon année? Donc voilà. J'apporterai une petite précision complémentaire. Pour nous, les associations, vous savez, c'est essentiel. C'est la pépite. Ce sont les pépites de Wascal. C'est plein de valeurs, plein de symboles. Et ce sont des régulateurs sociaux. Ils font des choses exceptionnelles. Les responsables associatifs, aujourd'hui, il faut être quasiment, je dirais, entre guillemets, fou pour pouvoir prendre un tel risque. Tant cette responsabilité est lourde à porter, tant on les montre du doigt, tant ils doivent résoudre des problèmes quasi insolubles, alors qu'au départ, ils se sont lancés parce qu'ils avaient une idée. Ils étaient porteurs d'une initiative qui rassemblait. Hein, donc les gens se sont associés pour pouvoir réussir. Et maintenant, on voit, ils se sont sentis floués dans cette démarche-là. Ils se sont sentis véritablement, ils ont été meurtris, je peux vous le dire. Alors, que disent les Wascaliennes et les Wascaliens vis-à-vis des associations? Parce qu'on est allé les écouter, puisqu'on a établi notre programme en fonction aussi de ce qu'ils nous disent. Hein. Eux, ils attendent des cotisations raisonnables. Mais vu la situation des associations, les cotisations ont sacrément augmenté pour un certain nombre d'entre elles. Donc, où est le curseur du raisonnable et de l'accessible pour beaucoup de familles? Et aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de familles ont dû faire des choix, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les enfants qui vont y aller, alors que c'était leur espérance. Les associations, donc, qui sauvegardent des activités de qualité, mais ils attendent aussi que les moyens de nos associations soient mieux répartis. Ça, il faut savoir l'entendre.
Et je crois qu'effectivement là, il y a beaucoup de progrès à faire. Et du reste, je proposerai, avec le conseil municipal et l'équipe qui m'entoure, qu'il y ait un nouveau mode d'attribution des subventions. Créer une organisation qui soit transparente. Alors je ne vais pas dire une commission, parce que c'est toujours des commissions. Il faut qu'on invente un outil où effectivement on puisse, avec les associations, travailler sereinement, à faire émerger les besoins, voir nous, comment nous pouvons effectivement les accompagner, et que cette réflexion et ce travail soient menés avec tous les représentants de toutes les sensibilités de la ville, y compris l'opposition, si elle souhaite venir travailler avec nous. C'est quelque chose que nous proposons dans notre programme. Parce que c'est trop complexe pour jouer tout seul dans son coin. Oui, alors moi j'ai une question qui concerne les temps d'activité périscolaire. Alors êtes-vous satisfait de la qualité des activités actuellement présentes, qui sont offertes aux Ouaskaliens, et comptez-vous maintenir la gratuité de ces activités? Alors la gratuité, c'est pas négociable. Tant que nous serons aux affaires, on n'y aura pas d'appel à la contribution des parents. C'est un comble, ça. Cette situation des villes qui soit, parce que l'éducation nationale a décidé tout seul dans son coin de mettre en place ce dispositif, qui en lui-même n'était pas une mauvaise idée. Mais comme on n'a pas les moyens de le faire, on refourque ça aux villes, et des villes qui n'ont pas les moyens de faire face, comme elles sont obligées de faire, elles sont obligées d'avoir recours à la contribution des parents. Dans l'école publique. Non mais où on va là? Quand même, là aussi on ne touche pas au symbole de cette manière. Il n'y aura pas d'appel à la contribution des parents. Ça pour moi c'est un casus belli. C'est-à-dire à la limite je préfère m'en aller. Il faut être clair. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein, voilà. Maintenant que le privé ne veuille pas le faire, je le regrette. Il est parti dedans, puis il y a des directives. C'était peut-être pas un bon exemple pour d'autres. Bon, allez, ils feront leur démarche. J'espère qu'ils se souviendront qu'on a toujours été solidaires. L'école privée a toujours bénéficié de la pleine solidarité de la ville, au même titre que l'école publique. Lorsqu'on s'éloigne d'un cheminement partagé, il faut quand même être prudent, parce qu'après, les incompréhensions peuvent apparaître. Donc, j'espère que nous aurons, avec l'école privée, un regard différent, dans le terme, sur, effectivement, la mise en place de ces dispositifs. On respecte leur démarche, mais il faut faire attention. Par ailleurs, moi, je vous dis tout de suite, j'étais contre ces dispositifs pour les écoles maternelles. Beaucoup trop complexes pour les écoles maternelles. Pas adaptés. Pas adaptés. Par contre, pour le primaire, il y a moyen de faire bien. Alors, il y a eu au départ une démarche très ambitieuse. Bon, il a fallu rectifier un petit peu le tir. Parce que du jour au lendemain, mettre en place un tel dispositif, c'est compliqué, surtout si on veut le garder de qualité. Il y aura à continuer à travailler avec les parents, les enseignants, et surtout les enseignants. Parce que les enseignants, dans cette affaire, eh ben, ils le subissent. Il n'y a pas encore une intime conviction que c'est un plus. On va nous parler du temps, des rythmes, etc. Oui, c'est quand même pas impensable que de réussir un tel projet, à condition qu'on sache entendre le point de vue des uns et des autres, et à condition qu'on le co-bâtisse ensemble. Nora ? Oui, alors il existe le conseil municipal junior au sein de la ville. Que pensez-vous de l'idée d'un conseil municipal des jeunes qui justement ne trouvent pas vraiment leur place dans les structures existantes à Ouaskal et à qui on pourrait justement leur donner la parole? Alors, je trouve que le conseil municipal junior, c'est une belle démarche. Et ça fait partie des choses qui ont été réussies depuis plusieurs années, et je rends hommage à la dernière municipalité d'avoir gardé le dispositif. Pour une fois, ils n'ont pas démonté quelque chose qui venait de la municipalité précédente sous prétexte que ça venait de la municipalité précédente. Donc, voilà, j'en rends acte. C'est vrai qu'il y a, je dirais, entre disons, le temps du collège et le temps du lycée, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Bon, on a énormément de mal, effectivement, à approcher, à connaître, à mobiliser. Et moi, je vais vous dire ceci. On en a parlé ce matin encore. Je ne vais pas dire ce qui est bon pour les jeunes. Voilà ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette approche? Moi, je n'ai jamais accepté qu'on me dise ce qui était bon pour moi. C'est peut-être une différence de conception de la société. Il y en a qui attendent qu'on leur dise ce qui est bon pour eux.
Moi, je ne l'ai jamais accepté. Moi, ce que je demande, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on me donne les moyens, effectivement, de pouvoir bâtir ma propre réponse. Alors, quand on écoute les jeunes, on est allé les rencontrer encore hier, il y en a plein. Ils veulent tous des choses très intéressantes et très différentes. Alors, je ne vais pas leur imposer un conseil municipal jeune, mais je vais leur proposer autre chose qui pourra peut-être aboutir à ça. On va faire les états généraux de la jeunesse sur Ouascal. Il y a plein de dispositifs qui se sont mis en place qu'on connaît mal, qui ne fonctionnent peut-être pas à la hauteur des rendements qu'on est en droit d'attendre d'eux. Il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées. Donc, on va faire le point sur l'existant. On va s'entourer de gens compétents pour nous éclairer. On ira demander des témoignages de choses qui ont réussi et qui intéressent. Et ensuite, on dégagera des pistes du possible avec eux. Et peut-être que c'est là qu'émergera peut-être un conseil municipal jeune. Mais je ne vais pas dire « Oh là là, les jeunes, j'ai la réponse, conseil municipal jeune ». Il y en a la moitié qui vont dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et l'autre moitié dire « Ah oui, chic, mais enfin, non. Il faut que ça se fasse avec eux. S'ils nous le proposent, on verra. Nous, on prendra nos responsabilités. Mais on prend au moins l'engagement de provoquer cette rencontre. On appelle ça, de façon un peu pompeuse, États généraux des jeunes. Et cette méthode fera partie des méthodes justement de citoyenneté proximité. On l'utilisera également pour les personnes âgées. Les États généraux du bien vieillir à Ouascal. Parce qu'on voit bien qu'actuellement, la demande évolue. Hein? Mais ce n'est pas à nous de dire voilà ce qui est bon pour les personnes âgées. Il faut qu'avec eux, nous dégagions les pistes du possible pour améliorer leur situation et répondre à leurs attentes. Il faut avoir la modestie de considérer que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on a réponse à toute chose. C'est parce qu'on est élu qu'on a le devoir d'aller écouter et de susciter les réponses. Et nous, on verra effectivement comment les construire avec eux. Voilà comment fonctionnera. Hein, et par ailleurs, je tiens à le dire, derrière les États généraux, sur des grands thèmes, parce que ça ne va pas faire ça pour des petits thèmes, nous ne travaillerons pas avec des comités de quartier. Moi, j'y crois pas du tout. Les comités de quartier, très vite, ça devient des tribunes. Ce qui était mis en place ces derniers mois. Hein, oui, écoutez, partout où j'observe ça, je trouve que c'est loin d'être satisfaisant. Par contre, les gens ont besoin d'être associés très en amont sur tous les sujets qui les concernent, et en particulier les sujets de proximité qui les concernent. Et s'il y a un projet, alors on prend un exemple, juste à côté, là, vous savez, il y a ce grand immeuble là qui est dans. Il faut créer un comité de projet. Quelle est la différence entre un comité de quartier et un comité de projet? Le comité de projet, c'est il y a un sujet particulier sur lequel, effectivement, il faut qu'il y ait de l'information, qu'il y ait du débat, qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de l'accompagnement, hein, pour que ça puisse s'insérer en respectant le quartier, en respectant l'existant. Ça sera un comité de projet. Et à un moment donné, on ferme. Le projet est terminé, on l'arrête. On ne laisse pas les choses dériver, et puis ça se délite. Et il y a un sentiment d'insatisfaction qui vient derrière ça. C'est ce que je reproche un peu au comité de quartier. Alors, vous savez que l'âge pour accéder au banquier des aînés est passé de 60 à 70 ans, avec un tarif de participation à la hausse. À ce sujet, quelle sera votre position en tant que maire? D'abord, j'ai vu ma participation au banquet s'éloigner. Parce que moi, je fais partie de la tranche d'âge touchée. Écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je vais aller voir ce qui s'est passé réellement. J'ai compris que tout ça avait été mal géré et très incompris. Enfin, pas très incompris. Alors, disons, il n'y a pas eu... Il y a eu, je dirais, les gens ont été heurtés. Hein. Ils ont été malheureux, ils ont estimé que là, il y avait une grande maladresse. Alors, on reprendra ça tranquillement avec les représentations, effectivement, des aînés. Il y a plusieurs grosses associations qui portent tout ça, qui sont très présentes sur Ouascal, et on le repensera de manière à ce que un thème comme celui-là, c'est un thème formidable, c'est la rencontre avec nos anciens, c'est du partage. Pourquoi faut-il soudainement changer des règles pour que tout se déraille? Bon, voilà. Alors, je ne vais pas vous dire, ça serait simple de dire, allez, j'arrête, je change tout. Je ne sais pas, je vais regarder de près.
Voilà, j'ai l'honnêteté de vous dire que je ne me suis pas penché particulièrement sur ce sujet, mais comme c'est un sujet sensible, il faudra qu'on le travaille. Je vous dirais une petite chose là-dessus. Pourquoi parfois on est un peu en panne pour vous répondre comme ça de façon plus précise? Parce que vous savez, quand vous êtes élu d'opposition ou la minorité, vous n'avez plus le droit à accès à rien. Quand j'ai besoin d'un renseignement d'urbanisme, vous avez besoin d'un renseignement d'urbanisme, vous allez au service urbanisme et on vous donne le renseignement. Moi, je n'ai pas le droit. Moi, je dois être accompagné par une collaboratrice du cabinet du maire. Parce que je suis un type dangereux, vraisemblablement. Alors, bon, vous savez ce que je fais? Je demande à mon voisin d'y aller à ma place. C'est tout aussi simple. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a accès à aucune information. On apprend beaucoup par le journal, par les réseaux sociaux, mais c'est un blackout total. C'est son mode de fonctionnement. L'équipe antérieure, nous avait annoncé la transparence. Ben, c'est une forme de transparence, mais bon, je n'ai pas encore saisi toute la nuance, la translucidité des choses. Alors, sur un tout autre thème, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas de l'immigration massive en Europe. Sur Ouascal, une famille de Roms avait été cette année accueillie sous la municipalité de Gérardmer, sous votre municipalité. Celle-ci a été expulsée cette année, après la période hivernale. Qu'en pensez-vous? Et qu'auriez-vous fait à la place de la municipalité en place? La situation était une situation hors norme et illégale. Mais on l'assumait, l'ancienne responsabilité l'assumait par humanité. Il a fallu se battre, hein, parce que vous savez que cette famille qui était accueillie, une fois on est arrivé, parce qu'on avait des contacts réguliers, c'était plus la même famille. Eh ben oui. Il y en a qui avaient repéré que lorsque c'était confortable, allez hop, déménagement en pleine nuit, tout le monde mis dehors, et puis moi j'occupe le terrain. On l'a récupéré, il a fallu, vous voyez le genre, vous voyez la complexité des choses. Donc c'était une démarche humanitaire. Moi je n'ai pas à commenter ce qui s'est fait derrière, simplement je dis, j'espère que la dignité des personnes a été respectée dans cette affaire, mais c'est très complexe. Maintenant, quand vous me parlez effectivement des réfugiés, ce n'est pas la même chose. Les réfugiés, c'est autre chose. Là, on se doit d'être complètement solidaire de la situation des réfugiés, qui souvent sont de cultures proches de la nôtre. Ils peuvent être et ils seront une chance pour notre pays, parce que ces personnes qui effectivement viennent vers nos pays parce qu'ils fuient la guerre, ils fuient des régimes totalitaires, mais ils viennent avec leur savoir-faire, leur expérience, leur culture, leur métier. Ils vont très rapidement, effectivement, s'insérer, s'ils le souhaitent, dans le tissu français. Ils vont être des nôtres, de notre famille, très naturellement. Et moi, ça ne me fait en aucun cas peur. Au contraire, j'estime que la Ouascal devra prendre sa part le moment venu, mais je pense qu'il ne faut pas non plus y aller chacun de sa petite solution. Je sais que la paroisse, là-dessus, a eu une initiative, mais je vais laisser à mon ami Christophe le soin de répondre, qu'on me fasse au complémentaire là-dessus. Alors juste en complément, effectivement, il faut bien séparer les deux problèmes, hein, et vous l'avez fait. D'un côté, l'accueil des Roms, qui est un problème que l'on connaît bien, que plusieurs communes connaissent. Et puis cette tragédie qui est là conjoncturelle, qu'on appelle effectivement cet afflux massif de réfugiés. Ce sont vraiment deux problèmes différents. Bien évidemment, nous accompagnerons et lorsque des structures seront mises en place, la municipalité fera son devoir en toute humanité pour gérer ce problème au mieux. On ne peut pas rester comme ça dans notre petit précaré de manière quasiment inhumaine. Mais ce sont bien deux problèmes différents. Et effectivement, une expérience intéressante a été tentée sur la municipalité de Ouascal, même si c'est la paroisse, c'est quand même la municipalité de Ouascal, d'accueil d'une famille d'Irakiens qui fuyaient effectivement les persécutions qu'on connaît bien dans cette région-là. Voilà. Et c'est peut-être une goutte d'eau. Ça montre l'exemple et c'est sans doute une manière de, là aussi, comment démultiplier cette expérience et partager sur la manière dont ça s'est fait. Alors, vous savez que des élections régionales se profilent en décembre. Comptez-vous vous y présenter, soutenir une liste et la ville y sera-t-elle représentée? Alors, ce qui me concerne, je ne me présenterai pas.
Alors, vous savez, on est représenté par les partis politiques. Je n'ai pas eu le sentiment qu'aujourd'hui, ils courent derrière moi pour que je sois inscrit. Non, vous voyez, un peu, ça va être un combat étonnant pour avoir des places en position éligible. Et puis non, écoutez, je crois que ça ne serait pas honnête vis-à-vis des Ouaskaliens que 2 mois après, je m'en aille investir une grande partie de mon temps sur un autre mandat. Non. Puis je dirais, soyons clairs, j'ai une chance inouïe. J'ai eu la chance de faire d'autres mandats. J'ai fait le tour. C'est bien. Je crois que j'ai apporté ce que je pouvais faire. Maintenant aux autres. Maintenant aux autres. J'ai laissé la place au cantonal sans état d'âme. Il y a 2 nouveaux conseillers départementaux. Tout va bien. Tout va bien, j'espère pour eux. Et pour les populations. Voilà. Non, moi, c'est Ouaskal. Voilà. Là, et en communauté urbaine, enfin, la métropole européenne lilloise, car quand même, il faut même savoir que là, il faut prendre toute sa place. Ça, on ne peut pas y être uniquement pour faire de la figuration et pour essayer de négocier une place au régional. Vous comprenez? Il faut y être parce qu'il y a des dossiers. Et aujourd'hui, Ouaskal, on n'en entend pas trop parler. Et quand on ne parle pas trop de la ville et de ses dossiers, ne vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui poussent leurs pions et ils savent occuper le terrain. Il est temps de reprendre l'initiative là. Et c'est important parce que ça, ils auront de plus en plus de compétences. Ils ont de plus en plus d'influence sur notre avenir. Alors on arrive à la fin de l'émission. Comme vous savez, l'émission s'appelle Parole au peuple. Et la question qu'on pose à tous les candidats en fin d'émission, c'est si vous deviez donner votre parole au peuple ouaskalien, quelle serait-elle? C'est-à-dire que vous souhaitez que je dise ce que... Un engagement que vous... Voilà, c'est simple. Voilà. C'est simple. Je dis aux Ouaskaliens, ensemble, restaurons la confiance. Aujourd'hui, ce dont souffrent les Ouaskaliens, c'est qu'ils ont perdu confiance. Ils ont perdu confiance, ils n'ont pas de point de repère. C'est ensemble, restaurons cette confiance. Ça sera le mot final de ce que je peux leur dire. C'est tout le but de notre démarche. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Pour faire entendre votre voix et parce que nous sommes tous concernés par l'avenir de notre ville, les dimanches 20 et 27 septembre prochains, allez voter. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, via la page commentaire du site de l'association ICAPI. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.